Au Québec, vers 1500, les différents groupes autochtones pratiquent des activités économiques variées qui auront une grande incidence sur la société dans laquelle ils vivent ainsi que dans la manière dont ils occupent leur territoire. Les Autochtones qui font partie de la famille des Algonquiens pratiquent la chasse, la pêche et la cueillette. Pour pratiquer ce genre d'activité économique, ils n'ont d'autre choix que d'adopter un mode de vie nomade. Ils se déplacent au gré des saisons et de la présence du gibier. Dans ce contexte, ils vont couvrir un territoire particulièrement étendu. Ils vont l'organiser en aménageant des campements temporaires près de l'endroit où ils vont pratiquer la chasse. Au Québec, on les retrouve dans le bouclier canadien ainsi que dans les Appalaches qui regorgent de forêts boréales et de forêts mixtes, riches en gibier et en fruits sauvages grâce au climat continental humide. La pratique de ces activités économiques amène aussi une division sexuelle du travail. Ainsi, ce sont surtout les hommes qui vont assurer la subsistance du groupe. Ils vont à la chasse au gros gibier, comme l'orignal ou le caribou, ce qui donne une grande influence aux hommes dans la société. On dit de ce type de société qu'elle est patriarcale. Par exemple, ce sont les hommes qui sont choisis comme chefs, et ce sont aussi les hommes qui ont la responsabilité des déplacements du groupe. Malgré cela, les femmes ont tout de même un rôle primordial dans la société. En plus de s'occuper des enfants, de tout ce qui touche à l'entretien de l'habitation, la préparation de la viande et de la cuisine, elles s'occupent aussi de la cueillette, et on peut même les voir quelquefois à la chasse au petit gibier, comme le lièvre par exemple. L'importance des femmes dans l'économie des Algonquiens, même si c'est une société patriarcale, n'est donc pas à négliger. Les Iroquoiens, quant à eux, vont surtout pratiquer l'agriculture comme activité économique. Ils cultivent les trois sœurs, c'est-à-dire le maïs, la courge et le haricot, mais ils font aussi pousser d'autres plantes comme le tabac. Bien qu'ils pratiquent aussi la chasse, la pêche et la cueillette, les produits agricoles composent toutefois l'essentiel de leur alimentation, ce qui les amène vers un mode de vie plutôt sédentaire et à organiser leur territoire en village, autour duquel ils vont aménager des champs. Le territoire couvert n'a pas besoin d'être étendu puisqu'ils pratiquent l'agriculture. On les trouve donc surtout dans la région des basses terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs, là où le climat plus doux et aussi le relief plat permettent de pratiquer leurs activités agricoles. À la différence des Algonquiens, les Iroquoiens sont des peuples où ce sont les femmes qui s'occupent davantage des activités de subsistance. Ce sont elles qui sèment les grains et qui en font la récolte. À ces tâches féminines s'ajoutent les mêmes qu'on retrouve chez les Algonquiens, comme l'entretien de l'habitation et le soin des enfants. Les femmes ont donc une grande influence chez les Iroquoiens à cause de la place importante qu'elles occupent au niveau économique. On dit donc de leur société qu'elle est matriarcale. Pour illustrer ce fait, on peut par exemple dire que les femmes aînées sont consultées quand vient le temps de choisir les chefs du village. Les hommes ne sont quand même pas en reste et vont s'occuper du défrichement, une activité préalable à toute activité agricole, ainsi que de tout ce qui touche à la construction, à la guerre, à la diplomatie et au commerce. Malgré qu'ils occupent des activités économiques de subsistance, les Autochtones ne vivront pas en vase clos sans contact avec leurs voisins, bien au contraire. Les Autochtones vont faire beaucoup de commerce entre eux, ce qui leur permet de tisser des alliances avec leurs voisins, mais aussi de satisfaire leurs besoins. Bien avant l'arrivée des Européens en Amérique, les Amérindiens avaient déjà créé tout un réseau d'échanges basé sur le troc, qui était organisé à travers toute l'Amérique du Nord. Ils utilisent les nombreux cours d'eau qui serpentent le territoire pour aller à la rencontre d'autres nations qui vont leur fournir les produits qu'ils ne peuvent produire eux-mêmes. De véritables foires commerciales vont donc s'organiser à des lieux de rencontre importants, comme par exemple le confluent de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent, ou encore à Tadoussac. Comme le territoire est trop vaste, ils vont utiliser plusieurs intermédiaires pour que les produits d'échange puissent circuler sur de grandes distances. On a trouvé, par exemple, des coquillages du golfe du Mexique aussi loin que dans les provinces maritimes. Les Amérindiens s'échangent aussi de la silice ou encore des produits agricoles, comme le maïs, contre des produits de la chasse pour que chaque nation puisse combler ses besoins. On peut donc dire qu'au niveau des pratiques commerciales, les Amérindiens n'avaient donc vraiment rien à envier aux Européens. Les activités économiques des Amérindiens, on l'a déjà vu, jouent un rôle important dans la manière dont sont modelées leurs sociétés et dans la façon dont ils occupent leur territoire. Il faut rajouter à cette liste que la rencontre entre les Amérindiens et les Européens est aussi la conséquence d'une autre activité économique, il s'agit de la pêche. Bien avant le début du 16e siècle,
la pêche était une activité économique importante pour les Européens. C'est un peu normal que le poisson soit un aliment si populaire quand on considère que les catholiques doivent se priver de viande plusieurs jours par année. Pour s'approvisionner en poisson, les pêcheurs du début du 16e siècle, qu'ils soient basques, normands ou bretons, vont profiter des immenses quantités de poissons disponibles tout le long des côtes du continent nord-américain, que ce soit celles de Terre-Neuve, du Labrador ou encore celles du golfe du Saint-Laurent. On y pêche plusieurs espèces, mais surtout la morue qui est abondante dans ces régions, ainsi que la baleine. Lorsqu'ils viennent pêcher, les Européens doivent faire sécher le poisson afin de pouvoir le conserver plus longtemps. Pour ce faire, ils vont débarquer sur la côte où ils ont construit des campements temporaires. Après avoir nettoyé et salé le poisson, c'est sur des échafauds ou même directement sur les galets de la plage que le poisson séchera. Étant sur la terre ferme, c'est de cette façon que les pêcheurs européens vont faire la rencontre des Amérindiens. Au début, les contacts entre les Amérindiens et les Européens se limitaient à faire un peu de troc. Les Européens vont fournir différents objets que les Amérindiens ne sont pas capables de fabriquer eux-mêmes. On peut parler de couteaux, de chaudrons, de perles en verre et de porcelaine. En échange, ils obtiennent des Amérindiens des vivres pour se nourrir, mais surtout des fourrures qu'ils vont pouvoir rapporter en Europe pour les revendre. Au début, ces échanges ne sont pour les pêcheurs qu'une façon d'aller chercher un revenu d'appoint. Cependant, à la fin du 16e siècle, la mode en Europe fait du chapeau de feutre un accessoire de plus en plus en demande. C'est la raison pour laquelle, vers 1580, on commence à organiser des voyages en Amérique exclusivement pour s'approvisionner en peaux de castor, qui sont la matière première pour fabriquer les chapeaux. Bien avant l'arrivée des Européens, les Amérindiens avaient déjà développé tout un réseau d'échanges. Ces derniers n'ont fait qu'intégrer les produits européens à leur propre réseau, ce qui a tout de même considérablement changé leur société. Ainsi, les produits européens en métal vont changer leur manière de cuisiner, alors que les armes à feu vont changer leur manière de faire la guerre. D'ailleurs, ces échanges vont parfois créer un déséquilibre politique entre certaines nations amérindiennes rivales, puisque certaines vont profiter davantage que d'autres de leur accès aux produits européens. Comme autre impact, on peut aussi parler des tissus européens qui vont changer leur manière de se vêtir, ou encore de l'alcool qui va désorganiser leur société. Finalement, le mode de vie des Amérindiens va aussi être modifié puisqu'ils vont toujours chercher à chasser davantage d'animaux à fourrure, non pas pour se nourrir, mais dans le but de satisfaire l'appétit grandissant des Européens pour les pelleteries, et aussi pour acquérir de plus en plus de produits que ceux-ci apportent avec eux. Qui aurait dit que tous ces changements résulteraient d'une simple rencontre entre Amérindiens et pêcheurs? Yeah.